Sandro Gozzi, bonjour. Bonjour. Alors en effet, vous êtes italien, mais vous avez été élu député européen sur une liste française. Vous avez cette double culture politique. L'Italie nous passionne en ce moment, l'Italie nous inquiète. Avec l'élection, avec l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni. Et pourtant, ses premiers propos sont étonnants de modération. Conversion ou ruse ? Il faut voir, la grande force de Giorgia Meloni a été sa cohérence, dans le sens qu'elle a été toujours avec cohérence du mauvais côté. Toujours dans la droite extrême toujours dans l'opposition, il n'a jamais participé à des coalitions. Exactement, donc toujours de la droite extrême, toujours anti-européenne, toujours anti-française, toujours alliée de Trump, de Viktor Orban, toujours admirative du modèle polonais et toujours à l'opposition, comme vous dites. Donc, sa cohérence a été appréciée par l'électorat italien. Maintenant, sa cohérence devient son problème en tant que Premier ministre, en tant que président du Conseil. Est-ce qu'elle sera cohérente avec elle-même et l'Italie et l'Europe auront de gros problèmes, ou est-ce qu'elle sera incohérente avec elle-même et changera pas seulement de discours mais d'action? Et alors on pourra voir de façon pragmatique si et comment nous pourrons travailler avec le nouveau gouvernement de Giorgia Meloni. Alors on va regarder ça dans le détail. Une phrase a marqué les esprits. Elle a déclaré « Je n'ai jamais eu de sympathie ou de proximité vis-à-vis des régimes antidémocratiques, pour aucun régime, fascisme compris ». Est-ce que c'est vrai ? Ouais, elle a été admirative de Mussolini quand elle avait 18 ans. Membre de l'Alliance nationale, héritière du MSI. Elle vient de la mouvance post-fasciste, parce qu'elle n'a pas l'âge pour avoir été fasciste, évidemment. Et oui, c'était un pas en avant, ce qu'elle a dit devant le Parlement européen, mais pour moi, ce n'était pas suffisant. C'est des mots. Oui, en plus de dire, c'est un refrain qu'on a souvent en Italie. Le fascisme a commencé à faire des erreurs du moment où il a adopté les lois raciales en 1938. Et avant. Et de 22 à 38. Exactement. Et avant. Et la violence. Redressement économique, développement social, vous disent les partisans de Mussolini. Oui, mais avant, il y a eu une violence contre les opposants politiques, il y a eu un déni de démocratie, il y a eu la construction de la dictature fasciste. Donc, de continuer d'utiliser les 1938 comme moment où le fascisme a déraillé, d'après moi, ce n'est pas suffisant. Mais sans doute, finalement, le fait qu'elle s'est éloignée des totalitarismes, elle a mis fascisme, communisme ensemble, bon, c'est une perspective, c'est sans doute un autre pas en avant. Mais pour moi, ce sont que des mots, je veux voir les actes. Il y a 100 ans, aujourd'hui, c'était la marche sur Rome qui arrivait à son terme, une sorte de coup d'État un peu chaotique, mais néanmoins Mussolini prend le pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, en Italie, il reste des fascistes ? Est-ce qu'il reste, c'est un peu différent, des admirateurs de Mussolini ? Je crois pas qu'il reste fasciste. Il y a sans doute des extrémistes de droite qui sont fascistes, comme il y en a dans tous les pays européens, malheureusement. Il y a des néo-nazis, il y a des néo-fascistes, mais ne représentent rien dans l'électorat. Mais il y a encore, d'après moi, un travail à faire sur les relations avec les fascismes. Il y a un travail historique, il y a un travail de mémoire qui n'a pas été fait. Il y a un travail historique, il y a un travail d'approfondissement à faire sur ce qui a été véritablement les fascismes. Et il y a toujours une tendance à vouloir faire la distinction selon les années. Les fascistes n'étaient pas les nazismes, etc. Moi, je crois qu'il faut aller en profondeur et rompre définitivement avec cette expérience. Elle n'est pas toute seule au pouvoir, Giorgia Meloni, elle est dans une alliance, elle a Berlusconi et Salvini avec elle. Est-ce que ça peut durer longtemps ? Sans doute, c'est difficile pour elle. Sans doute, c'est difficile parce qu'elle n'a pas la majorité absolue à elle-même. Son mouvement Frères d'Italie, ils ont les 25%, mais ceci ne suffit pas. Il faut avoir la majorité absolue dans un système parlementaire. Donc, elles dépendent et de Berlusconi et de Salvini. Et Berlusconi et Salvini souffrent énormément sa réussite. Parce que, bon, elle les a écrasés, elle domine. Elle les a écrasés. Moi, je suis aux antipodes de Giorgia Meloni, pratiquement sur tout, mais je suis admiratif de son parcours parce qu'elle avait les 4%. Avec son petit parti, elle est arrivée à avoir les 25%. Donc, les deux autres ne sont pas exactement ravis du fait qu'elle leur a piqué la place. Mais ils vont attendre l'horreur. Ils vont attendre le moment pour le mettre des bâtons dans les roues. Ils vont lui rendre la vie difficile. Je ne me lance pas sur des prévisions, mais je crois que déjà aux élections européennes en 2024, elle aura déjà été au gouvernement un an et demi. Et là, il pourrait avoir déjà des secousses selon aussi la situation économique du pays. Et puis, il y a le problème russe, où on voit Berlusconi considérer Poutine comme son ami, alors qu'elle est du côté ukrainien. Le problème russe est énorme, parce que Berlusconi n'arrête pas d'afficher pas seulement son amitié personnelle, mais aussi sa compréhension politique de ce que Poutine a fait. Et Salvini, il a des liens formels avec les partis de la Russie unie. La Lega de Salvini a un accord formel de coopération avec les partis de Poutine. Et puis, il y a aussi des enquêtes, il semblerait qu'ils soient sous l'influence russe dans d'autres manières. Donc, il est clair que là,
il y a des problèmes. Mélanie, là, elle était très habile parce qu'elle est politiquement très habile, alors que dans son livre, il y a 2 ans, Regardez à Poutine comme un modèle pour l'Europe, le 24 février de cette année, elle s'est mise tout de suite du bon côté, du côté de l'OTAN, du côté atlantiste, comme on dit. Et de ce point de vue, pour Mélanie, il n'y aura pas de changement. Elle continuera à être du bon côté sur l'Ukraine, mais il y a la question de l'ambiguïté, et plus que d'ambiguïté, de la position philo-Poutine de Salvini et de Berlusconi. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait tenu des propos très durs, presque menaçants, envers l'Italie avant l'élection. Vous, comme député franco-italien, est-ce que vous aviez été blessé par ce qui a été apparu comme une erreur? Oui, von der Leyen a été maladroite. Elle est maladroite dans la façon dont elle s'est exprimée, sans considérer les malentendus que son expression aurait pu provoquer dans une élection quand même importante. Mais il y a une chose que tous les pays doivent comprendre, Italie comprise, que ce n'est pas un pays qui va vigiler sur l'autre. Ce n'est pas l'Allemagne qui va vigiler sur l'Italie, ce n'est pas l'Italie qui va vigiler sur la France. Mais l'Union européenne peut et doit évaluer le respect de l'état de droit et des libertés fondamentales dans tous les pays européens. Ceci, pour moi, est un devoir de l'Union européenne. Ceci, pour Meloni Orban, c'est une ingérence de l'Europe. Et là aussi, on a un désaccord. Alors, je retiens votre mot, vigiler. Voilà, un néologisme qui est intéressant dans notre langue. On comprend bien ce que ça veut dire d'être le vigile. Être vigilant. Voilà, être vigilant. Ursula von der Leyen promet une coopération constructive. Qu'est-ce que ça veut dire? Mélanie dit du bien de l'Europe et puis on fait des chèques? La coopération constructive, ça veut dire voir ce qu'elle veut véritablement faire, au-delà de ce qu'elle a dit, au-delà de ce qu'elle représente. Dans son discours, elle a voulu aussi revendiquer son identité. Elle dit droite nationale, moi je dis d'extrême droite. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va être pragmatique? Est-ce que sur l'énergie, elle a intérêt à travailler, par exemple, ensemble avec la France d'Emmanuel Macron? Je crois que oui, parce qu'Italie et France ont les mêmes intérêts sur la question énergétique. Est-ce que sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance, elle voudra être du côté de la France? Je crois que oui, parce que là aussi, les intérêts des Italiens et des Français seront convergents. Mais quand il s'agira de l'état de droit, quand il s'agira des libertés fondamentales, quand il s'agira d'adopter des sanctions contre les violations de l'état de droit d'Orban ou des gouvernements polonais, c'est une question ouverte. Qu'est-ce qu'elle va faire l'Italie de Meloni? Et ceci, pour moi, c'est inquiétant. Alors que ceci est inquiétant, alors qu'il y a quand même des ombres dans ces positions-là de son côté, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas été imprudent à la rencontrer tout de suite, le premier jour de sa nomination, avant même d'aller voir le pape? Emmanuel Macron n'est pas allé à Rome pour rencontrer Giorgia Meloni. Emmanuel Macron, depuis des mois, avait programmé une visite très importante au Saint-Siège. Et généralement, on ne voit pas le personnel politique quand on va au Saint-Siège. Mais à l'initiative de Mattarella, il avait aussi été invité à un déjeuner privé au Quirinal, l'équivalent de l'Élysée italien, par le président Mattarella. Du moment où il avait aussi une rencontre avec les présidents de la République, entre-temps, la nouvelle présidente du Conseil avait été nommée, elle était officiellement présidente du Conseil, et on doit rencontrer aussi la présidente du Conseil. Ça, c'est une question protocolaire diplomatique. C'était assez froid d'ailleurs quand même, c'était pas une rencontre. C'était une première rencontre, et évidemment, Emmanuel Macron et Giorgia Meloni sont différents surtout. La seule chose qui les unit, c'est peut-être avoir eu du courage au début de leur expérience politique. L'audace, oui. De l'audace, parce que personne ne croyait qu'Emmanuel Macron allait réussir en 2016, quand tout semblait figé entre socialistes et républicains. Personne croyait que Giorgia Meloni, de son 4%, serait devenue présidente du Conseil. Donc, du point de vue de l'audace, il y a des points communs. Sur les restes, sont très éloignés, mais Italie et France sont des pays amis, doivent rester des pays amis. Français et Italiens sont des peuples amis. Vous disiez, sauf pour le football. Sauf pour le football, bien sûr. Oui, d'accord. Personne n'est parfait. On peut avoir un point de divergence. Et donc, je crois qu'il faut les engager et les tester. Et il faut avancer. Après, il faut voir. Justement, il faut les tester. Qu'est-ce qu'il va faire véritablement en Europe? Mais les devoirs d'Emmanuel Macron, c'est de dire je suis prête à travailler avec un pays ami qui est l'Italie. Mais si Giorgia Meloni réussit, c'est bon pour Marine Le Pen en France, pour 2027. Elle va dire regardez, je veux faire la même chose. Ça, c'est la question la plus difficile. Ça, c'est la question la plus difficile. Il faut voir si Meloni réussit, comment elle va réussir. Parce que si elle réussit avec sa cohérence, ça serait catastrophique pour l'Italie. Sa cohérence, c'est restreindre les droits d'avortement, restreindre les droits de la communauté LGBTI, restreindre, être pour l'Europe des patries, comme on l'appelle, avec un vétorolisme qu'on n'entend même plus en France, donc l'Europe des vétos, etc. Si elle réussit avec ça, c'est catastrophique pour l'Italie et pour l'Europe. Si elle réussit avec une position
positions pro-européennes, des réformes européennes, etc., comment Marine Le Pen pourrait invoquer de son côté la Russie de Mélanie. Donc, il faut voir un peu avec quel programme elle va réussir. Est-ce qu'elle va développer un programme d'extrême droite ou est-ce qu'elle va être pragmatique, plus raisonnable. Et plus raisonnable. Est-ce que vous craignez au Parlement européen la fusion des groupes d'extrême droite, identité et démocratie, conservateurs et réformistes européens, c'est-à-dire Le Pen-Salvini d'un côté, Meloni de l'autre, et peut-être Orban en plus? À ce stade, moi, je ne vois pas cette possibilité, surtout parce que les différents partis d'extrême droite ont des positions très différentes vis-à-vis de la Russie. C'est ça qui bloque. Le Pen et Salvini sont plutôt philo-Poutine. Les Polonais sont plutôt très anti-Poutine. Donc, à ce stade, je ne vois pas cette possibilité. Nous verrons après 2024. Un Buy European Act, c'est ce qu'Emmanuel Macron a proposé pour nous protéger, notamment des batteries de voitures électriques chinoises. Comment ça peut marcher, un Buy European Act? C'est quoi? Tout d'abord, je me réjouis des propos du président de la République. Et je crois que c'est exactement la direction dans laquelle nous avons déjà commencé à aller. Parce que c'est le début de la fin de la naïveté européenne. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut nous donner des moyens de politique industrielle pour faire face à une concurrence qui est de plus en plus dure, voire parfois agressive, de nos concurrents chinois et de nos amis américains. C'est du protectionnisme, donc. C'est à l'échelle européenne nous donner les moyens de nous défendre. Oui, c'est à l'échelle européenne exploiter le fait qu'on est les premiers marchés au monde. Et on a déjà commencé, par exemple, les marchés publics européens. Avant, on les ouvrait, même si les marchés publics japonais, par exemple, étaient fermés. Aujourd'hui, on dit réciprocité. On va ouvrir nos marchés publics aux entreprises européennes si dans leur pays, leurs marchés publics sont ouverts aux entreprises européennes. Et les Buy European Act, c'est des privilégiés, notamment dans les achats des administrations publiques, des produits de l'industrie européenne, faits avec des soutiens économiques du budget européen. Donc, on va dans une direction d'une véritable politique industrielle. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on n'a pas déjà trop perdu en politique industrielle? Non, c'est pas trop tard. Et je crois que cette crise nous a un peu réveillés. Et là, le fait qu'on a vu que sur les semi-conducteurs, comme sur les batteries, on était totalement dépendant de la Chine, nous a réveillés. C'est pas trop tard et c'est le moment de se donner, j'ai dit, une politique industrielle, mais à l'échelle européenne. Et l'Italie sera favorable à ce Buy European Act? Je vois pas pourquoi l'Italie ne devrait pas être favorable. Et l'Allemagne? L'Allemagne, je la vois en ce moment un peu problématique parce que je m'interroge ce qu'elle veut vraiment l'Allemagne. Je m'interroge ce qu'elle veut l'Allemagne dans la défense. Ces programmes de la défense de Olaf Scholz, ces 5 milliards, est-ce qu'ils vont dans une direction d'une défense européenne ou pas? Est-ce que la crise énergétique va être utilisée par l'Allemagne pour remettre en question les grands engagements de la transition écologique? Je m'interroge et je voudrais plus de clarifications de la part de Berlin. Sandro Gozzi, merci, bonne journée. Merci à vous.